Le lanceur de Turin. C'est une scène de crime secondaire. Ce n'est pas là que Jésus-Christ a été tué, mais c'est peut-être bien là qu'il a été déposé après sa mort. Pour certains, il s'agit d'un faux qui daterait du Moyen-Âge, tandis que pour d'autres, il s'agit bien du linceur qui a enveloppé le corps du Christ, alors après sa mort. Et c'est là qu'est toute la question. Est-ce bien lui qui a été placé? Cette scène de crime date-t-elle de son époque? Et surtout, l'élément central de l'énigme, cette image, puisqu'elle existe, comment est-elle apparue? C'est le tissu le plus connu au monde. Depuis la photographie qu'en a fait l'avocat secondaire Pierre en 1898. Tout le monde en a entendu parler, sans nécessairement vraiment savoir de quoi il s'agit. Le linceur de Turin est une pièce en lin de 437 cm sur 111 tissus selon un motif en arrêt de poison, muni d'une bande latérale ajoutée, connue depuis 1350. Ce tissu présente les caractéristiques d'un ancien drap funéraire juif. On y distingue de face et de dos l'image d'un homme dont les traits correspondent à ceux du Christ après la Passion telle qu'elle est décrite dans les évangiles. En 2001 est paru un livre traduit de l'italien. 101 questions sur le saint. Sensuaire, écrit par Pierluigi Bema Bologne, spécialisé du linceux, professeur de médecine légale à l'université de Turin, dont il était le directeur de l'IML. Cela faisait longtemps que ce morceau de tissu, ce linceux, m'attirait par son mystère. Il m'intriguait. Dans son livre, Aimé Bologne fait le point tant sur l'histoire du linceux que sur les recherches qui ont été effectuées à son sujet. J'ai eu la chance de rencontrer Bema Bologne lors d'un congrès de la Société méditerranéenne de médecine légale à Palerme en cycle en 2002. Il y présentait une communication sur l'évolution de la représentation du visage du Christ dans l'art
byzantin à partir du Xe siècle. Selon lui, ce changement s'expliquerait par la connaissance du linceur, car le visage de Jésus tel qu'il est représenté depuis lors dans l'art byzantin correspondait en plus de 15 points à celui visible sur le linceux. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur son livre et de le féliciter pour la neutralité qu'il avait su conserver tout au long de l'ouvrage. Excusez-moi. Même si l'on perçoit qu'il croit au fait qu'il s'agit bien du linceux ayant enveloppé le corps du Christ au moment de sa mise au tombeau. J'ai également eu l'occasion de voir le linceux lors de l'ostension de 2010 et de visiter le musée qui lui est dédié, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Turin. Pour ou contre, j'ai beaucoup lu sur le sujet. De vidéos ainsi que sur la tunique d'argentule, qui sont d'autres reliques réputées véritables de la passion du Christ. Mais n'ai jamais vu une telle polarisation, une véritable passion anime les défenseurs comme les opposants à l'idée que le linceux serait effectivement celui du Christ. Même les scientifiques s'écharpent qu'on en analyse les pollen 1973 et 1978, qu'on l'analyse au carbone 14 1988, ou qu'on mette au point une nouvelle technique de datation, le WIAX 2022. Les scientifiques se battent à court d'arguments. Une vraie guerre. Il est vrai qu'il faut être prudent, vu l'importance trafic de reliques et la crédulité, mais aussi la cupidité des hommes. Réaliser concert est incontournable. Ainsi, on vu le ventre des chevaux, du lait et des larmes de la Vierge, des fragments de sa robe, des langues du Christ, des poils de la barbe de Saint-Pierre, une dent et le crâne de Saint Jean-Baptiste, le prépuce du Christ, en de nombreux exemplaires et des morceaux de la vraie croix. Mais
aussi des suaires au nombre d'une quarantaine au 6e et 20e siècle. Certains en bois peint, d'autres en tissu. Depuis de nombreuses années, quand le programme m'en donne l'occasion, je présente le linceux à mes étudiants en criminologie. Les techniques scientifiques qui ont été utilisées sur le linceux sont très nombreuses. Cela vaut dès lors la peine de leur décrire, et c'est une bonne occasion aussi d'aborder la question de la neutralité scientifique. Comme le disait Georges Lemaître, scientifique et prêtre catholique, inventeur de la théorie du Big Bang. Quand je rentre au laboratoire, je laisse ma soutane au vestiaire. J'ai déjà eu l'occasion de traiter de la mort du Christ dans un chapitre de mon 2e livre, qui a plu de très nombreuses à de très nombreux lecteurs. J'y reviens en partie dans ce chapitre. Notons encore que le terme suaire est inapproprié pour désigner un linceux. Le suaire est un drap qui couvre le visage d'un défunt, tandis qu'un linceux est le drap dans lequel on l'ensevelit. Pourquoi un linceux? En Palestine, à l'époque du Christ, la manière d'inhumer les défunts était un peu particulière. En effet, on ne les ensevelissait pas dans la terre, comme la plupart des peuples, ni ne les brûlait comme les Romains, mais on les déposait dans une cavité, une grotte creusée dans les parois calcaires qui entouraient Jérusalem. Le corps était déposé sur une structure en pierre, une forme de banquette taillée dans la roche, couché sur un linceux préalablement placé sur la roche, puis refermé en tournant autour de la tête du défunt et en revenant vers ses pieds. Ainsi, tout le corps était recouvert. Le défunt restait là durant une année, le temps nécessaire pour putrifier tout entier, ne laissant finalement que les os, lesquels étaient récupérés et placés dans un ossoir, laissé dans cette grotte devenue tombeau. La banquette débarrassée du corps, la place était libre pour le suivant.
L'histoire du linceux. L'histoire du linceux est aussi complexe que les études scientifiques qui ont porté dessus. Et les histoires ne sont pas d'accord. Surtout, selon certains, le linceux aurait été retiré du tombeau du Christ après la disparition de son corps, que ce soit par résurrection ou par subtilisation. Le linceux aurait rejoint notre époque et serait aujourd'hui connu sous le nom de linceux de Turin. Mais l'histoire mentionne également un autre morceau de tissu, vraisemblablement plus petit, le mendélion, mot grec qui signifie mouchoir, dont on n'est pas certain qu'il désigne le linceux de Turin. Selon Jean-Christian Petit fil, il s'agit bien de deux tissus distincts. On trouve la trace du Madélion à Éphèse, où il arrive vers 387 et où il reste plusieurs secrets avant d'être acheminé à Constantinople. Le 15 août 944, il y est associé à une collection de reliques dans laquelle on compte notamment la main droite de Jean-Baptiste, moins le pouce, arrivé en 1956. Une fiole du sang du Christ, arrivée en 1968. Les sandales du Christ, arrivées en 1974. La couronne d'épines, arrivée en 1063. Et la liste n'est pas complète. Le Madélion y reste au moins jusqu'à la prise de la ville par les croisés en 2004. À ce moment, il disparaît pour réapparaître en France, assisté par le roi Louis XVI en 1247 et placé en la Sainte-Chapelle. Ce monument fabuleux, construit à Paris, à côté de la conciergerie et du palais de justice, par Louis XVI, pour y arriver abriter les reliques de la Passion. On y trouve également, outre la couronne d'épines et des fragments de la vraie croix.
des langues de Jésus, du lait de la Vierge, le linge, du lavement des pieds, le roseau remis à Jésus en guise de sceptre, les monges que lui a tendu le soldat romain sur la croix, un morceau de la lance qui a percé son côté. C'est en 1348 que le linceux est remis à Geoffroy de Jarnay par le roi Philippe, qui désire honorer son oriflamme, son chef d'armée. Les histoires parlant mieux d'histoire que moi, je vous revois aux ouvrages de Jean Wilson, un historien britannique, de Barbara Frale, une historienne et archéologue italienne, spécialisée dans les rites funéraires juifs de la Palestine du IIe siècle après Jésus-Christ et de Jean-Christian Petit. Néanmoins, une restauration récente, 2002, a apporté beaucoup d'éléments nouveaux à l'histoire du linceux. La première photographie. Le linceux est déjà connu et fait l'objet de pèlerinage lorsque le 25 mai 1898, l'avocat turinois Secondo Pia en fait les premières photographies. Il est stupéfait du résultat. En technique photographique de l'époque, la photo apparaît d'abord en négatif, puis doit faire l'objet d'un traitement chimique pour apparaître en positif dans le cas du linceux. Nul besoin de positif. Il est bien plus visible en négatif et c'est tous ces aspects que l'image est diffusée dans le monde entier. Secondo Pied est plus que vilimenté par ses contemporains. Certains n'hésitent pas à s'accuser d'avoir faussé les résultats de sa photographie, à tel point qu'un chimiste français est spécialement mandaté pour se rendre à Turin à vérifier les produits
utilisés par Secondo Pied et mettent en évidence l'éventuelle supercherie. Il conclut qu'aucune tricherie n'a eu lieu. Mais le mal est fait. L'honneur de Pied est cependant entièrement rétabli lorsqu'en 1931, le photographe Giuseppe André prend de nouveaux clichés du linceux qui montrent exactement les mêmes caractéristiques que les photographies de Secondo Pied. Heureusement, ce dernier est encore en vie et peut profiter dans ces dernières années du rétablissement de son honneur. C'est grâce aux photographies de Giuseppe Henry et principalement à celle du visage que la connaissance du linceux explose. Véritablement, cette période marque également le début de l'étude scientifique du linceux et l'apparition de syngonologie, étude du linceux, qui rassemble de nombreuses disciplines scientifiques allant de l'exégèse biblique à la chimie et à la physique, en passant notamment par l'histoire et la médecine. Les recherches en général, les recherches sur le linceux débutent en 1969. Si Pierre Barbe, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Joseph de Paris, et Paul Vignon, biologiste, menant des travaux très intéressants et novateurs sur le linceux. Aucun d'eux ne l'approche physiquement. Vignon est présent lors de la séance de photographie de Giuseppe Henry en 1931, tandis que Bart l'aperçoit à plus d'un mètre lors de l'obtention de l'année sainte de 1933, mais nulle trace d'une recherche accomplie directement sur le linceux de leur part. Des recherches portent sur l'objet lui-même se font à Paris de 1969 et en 1978 est constitué le
Tulin. Recherche projette une association de scientifiques issus de différents origines, domaines et croyances destinés à étudier le linceur. Bema Bologne, dont nous avons déjà parlé, décrit les 3 types de chercheurs qui travaillent sur le linceux. Ceux qui pensent que le linceux n'est pas authentique, ceux qui pensent que le linceux prouve un élément miraculeux, ceux qui pensent que le linceux est le drap mortuaire du Christ et que l'image a été engendrée par un phénomène non encore éclairci. J'ajoute pour ma part ceux qui pensent qu'un homme tué de la même manière que le Christ, si ce n'est plus lui, a séjourné dans ce drap, y produisant une image selon un mécanisme qui m'a pas encore été éclairci. Le tissage a été très largement expertisé et décrit en particulier dans l'ouvrage de Barbara Frale. Il s'agit d'un tissage en forme d'arête de poisson bien connu à cette époque, réalisé sur un métier à tisser sur lequel seules des fibres végétales ont été utilisées, conformément à la coutume juive. C'est le professeur Gilbert Ray de l'Institut de technologie textile de Gand qui a mis en évidence parmi les fibres du linceul la présence de fibres d'un coton qui ne pousse pas en Europe, mais uniquement au Proche-Orient. Ainsi, le linceux aurait été tissé au Proche-Orient. Des pollens et des fleurs en 1973 et en 1978, mais Max Friet, biologiste et criminologiste zurichois, prélève des grains de pollen présents sur le linceux par apposition de bandelettes collantes sur le tissu, sans toucher à l'image, bien entendu. L'idée de cette collecte est de préciser par quel endroit
Le linceux est passé en déterminant de quelques régions provenaient les grains de pollen qui s'y sont déposés. Afin de compléter sa connaissance des pollens de la région, le chercheur se rend plusieurs fois en Palestine. Malheureusement, il décède en 1983 sans avoir pu véritablement finaliser son travail. Que de plus fera l'objet de pratiques, notamment à l'égard de son manque de méthodologie. Son étude révèle la présence de 58 pollens différents, dont 17 proviennent d'espèces européennes. Les 41 autres ne sont pas d'origine européenne et parmi eux, 38 sont typiques de la Judée et de la région de la mer Morte. Il décrit en particulier 3 types de plantes qui n'existent que dans la région de Jérusalem, dans la vallée du Jourdain et dans le Sina, Sistu, Criticus, Guindola, Tournefort et Zygopholum. Limosum. En 1997, Uri Baruch et Avinam Damian, professeur de botanique à l'université de Jérusalem, reprenant l'étude de Frey et confirmant la présence sur le linceul de plantes typiques et spécifiques des bords de la Méditerranée. Du sang, de nombreux chercheurs se sont penchés sur les traces de sang présentes sur le linceul. On y distinguait en effet des traces de sang anti-mortant et d'autres poils mortes. C'est à Perluisier-Timaboulon que l'on doit les études qui ont permis de démontrer qu'il s'agit de sang humain du groupe AB. D'autres recherches ont montré, grâce à la spectrophotomique, la présence de porphyrine, comme en contient l'hémoglobine, mais également de
bilirubine en grande quantité qui est un scène notamment d'un traumatisme important susceptible de causer la dégradation des globules rouges. L'étude par ultraviolet a permis de montrer qu'il n'y a pas d'image sous les taches de sang. L'image s'est donc formée après le dépôt de sang, ce que l'on pouvait raisonnablement attendre. Une question demeure cependant. Comment la toile du linceul ne s'est-elle pas déchirée au moment où on l'a décollée du cadavre? À l'heure actuelle, on se perd en conjecture. Par contre, une question qui faisait débat il y a quelques années semble avoir trouvé une solution. Comment se fait-il que les taches de sang mortes sont restées aussi rouges? En effet, le sang finit par virer au brun avec le temps. Des chercheurs ont montré que le lin a été traité avec de l'amidon à une époque inconnue, ayant pour effet de rendre le sang rouge. De l'ADN complet est présente en ordre dispersé sur le linceul. De l'ADN d'hommes et de femmes, ce qui n'est pas illogique vu le grand nombre de personnes qui y travaillent, qu'il a travaillé le temps. On approché, touché, embrassé, manipulé le linceul. Il est logique que leur ADN pollue le linceul. C'est pour éviter ce genre de situation que nous sommes affublés d'une combinaison, d'un masque, d'un bonnet, de gants et d'overchauds. Sur une scène de crime, à hauteur des traces sanguines, également de l'ADN a été prélevé, mais il s'est avéré terriblement détruit. On n'est pas près de cloner l'arme du suaire, comme le propose Dio. Comme le propose DJ Van Conard. Dans ses ouvrages, l'évangile de Jimmy et cloné le Christ de la terre a été identifié sur l'image à hauteur du genou gauche et des talons. Les études ont montré que cette terre contenait de l'aragonite, un minéral composé de carbone
calcique contenant des traces de strontium et de fer dans les mêmes proportions que la Terre, présente dans les tombes antiques de Jérusalem, les mêmes tombes que celles où le Christ a été déposé après sa mort et qui dateraient de la même époque. Il est certain que ces caractéristiques ne sont pas uniques et peuvent se retrouver ailleurs, mais c'est un indice intéressant. S'il y a bien un aspect de l'étude du lanceur qui a fait couler de l'encre, c'est celui-là. Comment cette image a-t-elle pu apparaître? Et pour compliquer les choses, celle-ci est comme une projection orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire au tissu, sans dispersion latérale. En toute chose, il faut y aller pas à pas, sans idée préconçue, pour tenter de comprendre. D'abord, observer avec ses yeux ce qui est accessible. Ainsi, au bord du tissu principal et ajouter une bande aussi longue que le linceux et large de 7 à 8 cm. C'est au bord de cette bande que du tissu a été prélevé pour l'étude au carbone. 14. La restauration de 2002 a permis de vérifier que cette bande présente une couture faite de points piqués visibles seulement en partie postérieure, dont la technique était inconnue au Moyen Âge, mais pas à l'époque du Christ. Ensuite, le tissu a été fort altéré en divers endroits par 2 incendies. L'un en 1532, alors que le linceux était conservé dans la chapelle du château des ducs de Savoie, Chambéry, et l'autre à une date inconnue mais intérieure. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un incendie ravage la chapelle du château des ducs de Savoie, où est conservé le linceux. Des hommes courageux bravent les flammes pour en extraire le coffre d'argent qui le renferme, mais le linceux fume déjà. Il a commencé à se consumer. Plié en 48 sections, seuls ses bords sont atteints par le feu. Les bandes latérales, dues au pliage en longue, sont rousses et un coin résultant du pliage en longueur brûle. Partiments. L'image centrale, elle
restent intactes. Aujourd'hui encore, les lignes roussies visibles sur le tissu et les petits trous en forme de triangle témoignent de cet épisode dramatique et du pliage que présentait le linceux au moment de l'incendie. D'autres marques, comme des brûlures en forme de L, sont également visibles. Leur origine reste inconnue, mais elles sont antérieures à l'incendie de 1531. Le linceux a aussi échappé de peu à un autre sinistre dans la nuit du 11 au 12 avril 1997. La chapelle Guarine attenante à la cathédrale de Turin, où le linceux est exposé, prend feu. Heureusement, les pompiers parviennent à le sauver à temps, avant qu'il subisse des dommages. Depuis 2000, le linceux est conservé dans un caisson blindé qui permet sa conservation à plat dans un mélange de 0,5% d'oxygène et 99,5% d'argone à hygromètre et température contrainte à basse pression. Ce caisson et sa vitre de 6 cm d'émetteur sont destinés à résister à toutes les agressions dont l'ancienne et l'attentat. Ils n'en sont jamais et est visible à travers sa vitre de protection. Enfin, signalons que la face postérieure du linceux n'a pas été visible pendant des siècles. Elle était dissimulée par une toile de Hollande, cousue au dos par des religieuses clarisses en 1534 afin de renforcer le tissu. Ce n'est qu'à l'occasion de la restauration de 2002 que cette face postérieure a été dévoilée pour la première fois depuis le XXe siècle. Au fil du temps et des études, plusieurs choses ont pu être mises en évidence et confirmées. Ainsi, des scientifiques français et de la NASA ont mis en évidence qu'il s'agit d'une image tridimensionnelle qu'ils ont reproduite en 1974 et en 1976. Plusieurs techniques ont été utilisées, comme celle de la fluorescence à la
lumière de l'ouest qui utilise la lumière ultraviolente. Elle a permis de voir sur l'ensemble du linceux un flou rosâtre provenant de l'incendie de 1532. De nombreux tests ont démontré qu'il ne s'y trouve ni pigment ni colorant. En fait, on se perd en conjecture quant à la façon dont l'image a pu apparaître. De nombreuses hypothèses, parfois farfelueuses, tentent de donner une explication sans succès. Des nier ou également circuler au sujet du linceux. Un petit comique a imaginé que Léonard de Vinci en était en fait l'auteur, faisant de toute l'affaire une supercherie. Il faut savoir que le linceux est connu depuis 1348, tandis que Léonard est en 1452, ce qui fait que cette histoire ne tient pas. Un autre Lascar a imaginé que le corps déposé dans le linceux était celui de Jacques de Molière, derrière grand maître de l'ordre du Temple, exécuté par le roi Philippe II. Le 11 août 1314 à Paris, sur l'âme aux Juifs. 10. On se souvient que le corps placé dans le linceux était celui d'un homme mort. Jacques de Molière a été brûlé vif. Il n'en serait resté que des fragments osseux. Aucune chance que ce soit lui, dit dès lors. Une image en relief. Cette image a été rendue possible grâce à la NASA qui a utilisé en 1976 un analyseur d'images appelé VIP-8. Ce dernier n'a pas travaillé directement sur le linceul, ce n'était pas envisageable, mais sur le cliché pris par Giuseppe Andri en 1931. C'est ainsi qu'on était obtenu les premières images en en 3D du linceur, des écritures fantômes en 1978,
chercheurs examinant des photos prises en 1969 ont découvert le long du visage des caractères latins et grecs invisibles à l'œil nu, rapporté ainsi par Barbara Flamme. Jésus de Nazareth, trouvé coupable de soulever le peuple, mis à mort dans la 6e année du règne de Tibère, en Tibéran. 30 de notre être a été déposé à la 9e heure. Il semble que la chercheuse soit allée un peu loin dans l'interprétation de ce qu'elle a cru lire, car on pense aujourd'hui que le Christ est mort le 3 avril 33 et non le 4 avril 30. Des pièces sur les yeux, c'est grâce à l'appareil de la NASA, déjà décrit le P8, que des chercheurs ont mis en évidence la présence d'une pièce de monnaie sur l'œil gauche et d'une autre sur l'œil droit. De l'épreu, la plus petite pièce en circulation à l'époque du Christ, qui portait à leur surface des inscriptions. Les chercheurs pensent avoir déchiffré Tibérou, Kékéro, soit Tibère, César et les qui indiquent que ces lepsions ont été crapées la 6e année de son règne, soit en 99-30. D'autres recherches nombreuses, notamment réalisées par Bema Bologne, ont confirmé l'existence de ces pièces de monnaie et des éléments d'écriture qu'elles présentent. Les tentatives de datation préambulent diverses auteurs ont souligné qu'à partir du XXe siècle, le visage du Christ évoque dans l'art. Jusqu'alors, le Christ était généralement présenté avec un visage roman, rasé et jeune. À partir du XIXe siècle, selon Vignon, notamment, on le représente en concordance avec le visage du linceux sur 15 mois, la mèche sur le front, une forme particulière entre les sourcils, une barbe à 2 points,
un visage allongé, une ride en travers de la gorge, etc. En 6091, l'empereur Justinier soit fait frapper.